Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce live sur la résilience alimentaire. Un live qui va se dérouler en direct de la ferme urbaine des Bruyères, organisé par l'association Triticum, dont je suis membre, ainsi que François qui est à mes côtés. La ferme pédagogique des Bruyères est un lieu de découverte. Vous allez voir peut-être une vue de cet endroit, de découverte de l'agrologie, de l'agroécologie et de la permaculture. Deux notions qui sont dans l'air du temps, mais qui doivent probablement trouver leur place au cœur des villes. C'est l'enjeu pour nous ce soir d'essayer de vous expliquer un petit peu les notions de résilience alimentaire, les leviers, comment agir. Un endroit ici qui est assez privilégié. Merci au Champ des Possibles qui nous accueille sur cette ferme, nous, Association Triticum. Et puis merci aussi à la métropole, bien sûr, pour le soutien et la confiance. Les greniers d'abondance qui ont fait un travail en profondeur sur la résilience alimentaire et qui va nous servir de base pour cette première partie, animée par François. Notamment leur guide sur la résilience alimentaire qui est vraiment une source très bien travaillée, une inspiration pour trouver des leviers. Les 48 heures de l'agriculture urbaine aussi étaient remerciées ce soir, un événement qui est dans toute la France, bien que décalé pour certaines zones, certaines villes. On a maintenu ici à Rouen donc cette conférence dans le contexte sanitaire actuel. Je suis Simon Bridonneau, membre de l'association Triticum, comme je le disais tout à l'heure, cofondateur, et je suis accompagné de François. Salut François. Bonsoir Simon, oui, donc François Bernardin, bonsoir à tous. Moi je suis administrateur, membre bénévole de Triticum et très intéressé par le sujet de résilience alimentaire. C'est pour ça que je prendrai plaisir à partager ce sujet-là avec toi Simon et ceux qui nous écoutent. Alors on peut se poser la question du coup pourquoi justement une conférence sur le sujet de la résilience alimentaire. Il se trouve que depuis un an avec la crise sanitaire, il y a la Covid-19, ça a pas mal chamboulé notre quotidien et nos habitudes, et cette crise elle a aussi souligné certaines fragilités de notre système alimentaire. On l'a vu, alors on pourrait en parler pendant longtemps, mais je vais juste prendre quelques exemples justement de ces fragilités là. On a vu que la crise sanitaire ça avait souligné par exemple la dépendance de certaines exploitations agricoles à la main d'œuvre étrangère. On estimait qu'au printemps dernier 2020, il y avait 200 000 personnes qui manquaient dans les champs parce que c'est des travailleurs étrangers qui viennent dans certains types d'exploitations en France. Donc du coup, on manquait de bras dans les champs. On a aussi, ça a aussi souligné la précarité alimentaire d'un certain nombre de ménages, puisqu'aujourd'hui on a déjà quand même beaucoup de personnes en France, plusieurs millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Et pendant le premier confinement, on a une multiplication par 3 quand même du nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur. Ça a souligné aussi l'impréparation des gens à ce type de crise. On a vu un certain nombre de comportements irrationnels avec une multiplication par 10 des ventes de congélateurs, ce qui paraît complètement affolant. Donc voilà, ça a souligné tout ça, cette crise sanitaire et bien d'autres choses encore. Et du coup, ce qui fait que cette fragilité de notre système alimentaire aujourd'hui, ça devient un sujet politique, ça devient un sujet médiatique. On voit de plus en plus d'articles qui parlent de transition agricole agroalimentaire, de résilience, d'autosuffisance, de souveraineté. Les mots varient, mais il y a quand même cette idée qui est sous-jacente quand même qui tend à cette fragilité aujourd'hui. Et pas plus tard qu'en début avril, là, il y avait la première journée parlementaire sur la résilience alimentaire qui a été introduite par le ministre de l'Agriculture et des députés. Donc ça devient un vrai sujet. La conférence, on a voulu l'organiser en 3 temps. Un 4e temps, même avec des questions et réponses à la fin. Mais 3 temps de présentation. Un premier temps qui va parler plutôt de la complexité de notre système justement alimentaire et de sa fragilité. On va voir dans un 2e temps les menaces importantes qui pèsent et qui remettent en cause justement notre système alimentaire et sa soutenabilité à court et moyen terme. On va voir dans un 3e temps, plutôt avec toi Simon en l'occurrence, que heureusement il y a des voies de résilience qui existent pour des territoires plus nourriciers, pour des systèmes alimentaires qui soient mieux préparés aux crises et aux menaces. Je vous propose du coup de commencer par ce premier message et ce début de la présentation sur la complexité de notre système alimentaire. On va prendre l'exemple d'un produit alimentaire qu'on peut trouver partout en supermarché. Une brioche à la fraise d'une marque que vous connaissez sûrement. Je suis sûr, Simon, que tu en as plein dans tes placards chez toi. J'en doute pas. Il y a bien longtemps. Et du coup, on a regardé la liste des ingrédients qu'il y avait dans cette brioche à la fraise. Alors déjà, la liste, elle est longue comme le bras. On pourrait y passer la soirée. Donc, on va pas tout regarder dans le détail, évidemment. Mais on va déjà s'intéresser quand même à quelques ingrédients clés. On voit que le premier ingrédient, c'est la farine de blé.
Ça paraît logique pour une brioche. Donc le blé, c'est la première céréale cultivée en France en termes de surface. On la cultive beaucoup, donc soit du blé tendre par exemple pour faire de la farine, du pain, des gâteaux, des biscuits. Ça peut être du blé dur pour faire des pâtes aussi. Ce blé aujourd'hui, tu parleras tout à l'heure un peu plus spécifiquement de la question des céréales, des variétés, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ce blé aujourd'hui en tout cas, en système conventionnel en agriculture, il faut bien pour le cultiver des intrants de synthèse, donc des pesticides par exemple, pour lutter contre les maladies, les ravageurs, les mauvaises herbes, des intrants de synthèse qui peuvent être aussi des engrais, qui vont apporter les minéraux essentiels dont la plante a besoin pour son développement, donc de l'azote, du phosphore, du potassium, du soufre, etc. Et en fait, rien que ça, il faut bien avoir en tête que c'est pas neutre comme industrie, puisque toute cette industrie qu'il y a derrière et en amont des intrants de synthèse pour les fabriquer, c'est une industrie qui est lourde, qui est technologique, qui est énergivore. On voit par exemple sur la photo de gauche sur cette diapo que on a une mine de phosphate au Togo, une mine à ciel ouvert avec des énormes engins de chantier qui consomment évidemment beaucoup d'énergie pour fonctionner, pour extraire le phosphate de ces mines à ciel ouvert. Ensuite, il faut encore en plus l'acheminer. À droite, c'est une photo d'une usine de fabrication d'engrais azotés en Inde. Donc pareil, c'est des grosses usines très technologiques. C'est pas des choses qu'on peut faire et fabriquer quand on est agriculteur dans un coin de son exploitation et de ses parcelles. Et on estime aujourd'hui qu'en fait, il faut autant d'énergie pour fabriquer tous les engrais azotés en amont de l'exploitation que l'énergie qui est utilisée sur l'exploitation pour faire rouler les tracteurs et les autres machines avec le pétrole par exemple. Donc rien que ça, c'est loin d'être neutre. Et une fois qu'on l'a cultivé et qu'on l'a récolté, notre blé, encore faut-il aller le stocker. Il faut aller le mettre dans des silos qui sont souvent de plus en plus gros. Il y a une concentration aussi des silos de leur taille. Et le transformer en farine dans des meuneries, dans des minoteries qui sont aujourd'hui de plus en plus grosses, de plus en plus technologiques encore une fois, de moins en moins nombreuses. On estime qu'on a divisé à peu près par 100 le nombre de moulins en France depuis le début du XXe siècle, en à peu près 100 ans, et qu'aujourd'hui on a 34 moulins à peu près en France qui écrasent la farine, 75% de la farine. Donc en fait il y en a quand même très peu du coup qui s'approvisionnent évidemment sur des zones géographiques assez larges. Le deuxième ingrédient dans notre petite brioche à la fraise, c'est un fourrage à la fraise. Heureusement, hein, tu me diras qu'il y a quand même de la fraise dedans, mais ce fourrage à la fraise, souvent il est fait d'ailleurs par un autre industriel avant, et qui achète tout fait. Et il y a pas mal de choses dedans, du sirop de glucose fructose, du sucre, de la purée de fraises, de la pomme, du gélifiant, etc. etc. On ne va pas tout regarder en détail, on va s'intéresser déjà à la fraise. La fraise qui est utilisée souvent en industrie pour ce type de produit. Elle vient souvent d'Espagne, et pas n'importe où en Espagne, d'une péninsule, la péninsule d'Almeria au sud de l'Espagne. Je ne sais pas si Simon tu vois, et si les gens qui nous écoutent voient bien, sur la petite photo en bas, on voit une petite tache blanche. Si on zoome un peu en photo aérienne, on voit qu'en fait cette tache blanche qui représente quand même une grande région, une région qui représente à peu près la taille de Montpellier, donc c'est pas rien. Mais en fait, ces taches blanches, ce qu'on voit sur photo aérienne, c'est tout simplement une mer de plastique. C'est une zone qui est entièrement dédiée à la culture sous serre, hors sol, de fruits et de légumes, notamment des fraises. Et évidemment, comme un peu pour le pétrole, pas comme pour le blé tout à l'heure, ça va avec nos engrais, nos pesticides pour pouvoir les faire pousser, et beaucoup de main-d'œuvre aussi. Pour faire le sirop de glucose fructose ou le sucre, il faut cultiver par exemple de la betterave sucrière en France. Le sucre vient de là en général, donc on cultive de la betterave, avec, vous l'avez compris, toujours nos intrants de synthèse. Faut la raffiner derrière pour en faire du sucre. Pour le sirop de glucose fructose, c'est plutôt du maïs ou du blé qu'on va transformer ensuite avec des industries, justement pour en tirer certains composants bien spécifiques pour faire notre sirop. Mais ça demande encore une fois des intrants de synthèse, beaucoup d'énergie, c'est complexe. La même idée avec la carotte ou la pomme dont on a besoin dans cette purée à la fraise, qui vont avoir besoin de pesticides, d'engrais, d'usines derrière, de transport, de transformation. On a aussi des œufs dans cette recette de brioche à la fraise. Alors cette marque-là s'engage, ce qui est déjà une bonne chose, à ce que ce soit des œufs issus de poules non élevées en cage. Ça ne veut pas non plus dire qu'elles voient forcément la lumière du jour. Ça peut être comme sur la photo, des grands poulaillers immenses où les poules ne sont pas en cage certes, mais n'ont pas forcément toujours beaucoup de place pour exprimer leur comportement naturel. Et ces poules, il faut bien les nourrir aussi, donc c'est-à-dire qu'on va cultiver des plantes. Les poules mangent pas mal de grains, par exemple du maïs ou des tourteaux de soja, on en reparlera un tout petit peu après, mais qui vont encore une fois toujours, ces plantes, avec évidemment leurs pesticides et leurs engrais.
Ces œufs, vous vous doutez bien, et tu te dis bien Simon, que c'est pas une personne avec ses petites mains qui casse les œufs dans notre usine de brioche à la fraise. Il y a des industries qui fabriquent justement les ovoproduits pour les vendre à d'autres industriels. Donc encore une fois, de la transformation, de l'énergie pour faire fonctionner tout ça. De l'huile de colza aussi dans notre recette, avec donc le colza qui est cultivé en France globalement pour faire des fois du biocarburant ou pour faire de l'huile alimentaire. Encore une fois, avec nos intrants de synthèse, vous l'aurez compris, et la transformation du colza en huile derrière. Il nous faut aussi du beurre pour faire notre petite brioche à la fraise. Donc pour faire du beurre, il nous faut du lait. Pour nous faire du lait, il nous faut une vache, évidemment. Les vaches, c'est un ruminant. Ça mange de l'herbe. Mais bon, si c'était aussi simple que ça, ce serait pas marrant. Ça mange de l'herbe, mais ça produirait pas assez. Donc du coup, on complémente leur alimentation avec des céréales, avec des apports énergétiques comme du maïs en silage pour qu'elles aient plus d'énergie. Mais du coup, plus d'apports énergétiques, ça veut dire plus d'apports protéiques nécessaires aussi. Donc des tourteaux de soja, des tourteaux de colza par exemple dans l'alimentation des vaches. Et pour le soja par exemple, c'est un vrai problème en France, justement cette partie protéique pour l'alimentation animale. On n'en produit pas assez en France. On est très dépendant, par exemple, du soja qu'on importe du Brésil, qui a souvent participé à la déforestation, qui est souvent OGM, et qui va, toutes ces cultures-là, encore une fois, avec leur lot d'intrants de synthèse pour pouvoir être cultivés. Ce lait, une fois qu'on a fait manger à cette vache, il faut bien pouvoir traire nos vaches avec des matériels de traite qui sont plus ou moins compliqués, qui peuvent aller jusqu'à des choses très complexes avec des robots de traite complètement automatisés. Il faut garder ce lait dans des tanks à lait réfrigérés. Il faut le transporter ensuite avec le camion qui va venir jusqu'à la ferme pour récupérer le lait. Donc utiliser de l'énergie pour rouler, être réfrigéré, donc utiliser encore de l'énergie. Donc vous avez compris l'idée en fait à chaque fois de toute cette complexité, de toute cette énergie qui est mise en jeu. Dernière chose pour pas non plus passer toute la soirée sur l'exemple de notre petite brioche à la fraise, c'est d'autres ingrédients type fibre de psyllium ou des épaississants comme de la gomme guar, qui sont des plantes qu'on va plutôt trouver cultivées en Inde ou au Pakistan par exemple, et qui vont encore une fois avec leur lot d'intrants de synthèse et leur usine de transformation derrière. Donc en fait en synthèse on voit que juste avec ce petit exemple de brioche à la fraise, en fait, on a mobilisé un système alimentaire mondialisé. On fait appel à 4 continents différents pour pouvoir fabriquer nos intrants, nos différentes plantes, etc. etc. Énormément évidemment de transport pour pouvoir acheminer tout ça. Donc il nous faut des bateaux, il nous faut des camions qui roulent pour pouvoir acheminer à chaque fois, à chaque étape, les différents ingrédients et pour pouvoir les produire. C'est pas encore fini parce qu'encore une fois dans l'usine il faut en plus après les emballer, donc c'est-à-dire du plastique, des colorants, des encres pour ces emballages de notre petite brioche à la fraise que on souhaiterait évidemment qu'on mette tous dans les poches de nos enfants pour le goûter à l'école. Mais c'est pas encore fini puisqu'elle n'est pas encore dans notre magasin, donc il faut d'abord qu'elle passe par un centre logistique. Là sur la photo, Simon, tu vois par exemple l'image d'un centre logistique en Isère qui est un des plus grands d'Europe, donc qui montre justement toute la complexité. Et aujourd'hui on estime que justement pour pouvoir alimenter les magasins et aller faire les allers-retours entre ces centres logistiques et les grandes surfaces, c'est à peu près 30 000 semi-remorques qui roulent chaque jour sur 500 km en moyenne. Donc c'est absolument colossal pour faire fonctionner encore une fois notre système alimentaire, toute cette énergie et cette complexité. Et dans le magasin, comme il y a de moins en moins de communes qui ont des commerces alimentaires de proximité, c'est-à-dire que les gens doivent pas mal rouler finalement. On estime qu'un ménage en France en moyenne fait 60 à 80 km par semaine de déplacement en voiture pour aller faire ses courses dans les grandes surfaces. Donc encore une fois de l'énergie mobilisée et du pétrole pour pouvoir faire rouler notre voiture. Donc en synthèse avec cet exemple, on se rend compte finalement qu'on a un système alimentaire qui est très long, qui est extrêmement complexe, qui mobilise énormément d'acteurs. On le voit sur ce schéma, ça récapitule les différents maillons de notre système alimentaire, des producteurs d'intrants agricoles, des semences, des pesticides, des engrais, du machinisme agricole, les agriculteurs qui sont finalement juste un maillon de la production et de notre système alimentaire aujourd'hui, la transformation, la distribution, nous consommateurs, la fin de vie aussi du gaspillage alimentaire ou la fin de vie des emballages aussi qu'il faut gérer. Et évidemment à chaque étape entre chacun de ces maillons-là, il faut du transport, il faut de l'énergie pour pouvoir faire que tout ça fonctionne. Et ce système alimentaire qui est extrêmement long, qui est complexe, en plus, il est aujourd'hui complètement hors sol, puisqu'il ne nourrit pas nos territoires.
enfin plus précisément en tout cas nos territoires, tout ce qui est produit sur un territoire d'un point de vue agricole, plus de 90% est exporté en dehors de ce territoire-là, va être exporté ailleurs en France ou ailleurs à l'étranger. Et à l'inverse, 90%, plus de 90% de ce qu'on consomme d'un point de vue alimentaire sur un territoire est importé d'ailleurs en France ou de l'étranger. Donc il faut une perfusion finalement permanente de nos territoires d'un point de vue alimentaire, sans laquelle finalement on ne serait pas capable de nous nourrir aujourd'hui. Et ce système alimentaire du coup complexe hors sol, en plus il s'est fait et il s'est construit au détriment des agriculteurs. On voit qu'il y a une concentration, on parlait tout à l'heure de la diminution du nombre de meuneries, mais c'est vrai pour tous les types d'acteurs finalement en France. Et sur ce schéma-là, en forme de sablier qu'on voit sur la diapo, on voit qu'on a un peu plus de 400 000 exploitations aujourd'hui en France, et qu'on a maintenant plus que 300 entreprises agroalimentaires qui concentrent 85% du marché. En dessous, pour la distribution, on n'a plus que 6 centrales, même 4. Ça risque d'être plus que 4 centrales avec des nouvelles fusions de centrales, donc des centrales d'achat, des Leclerc, Carrefour, Système U, etc., qui concentrent 92% du marché, et ensuite les 67 millions de consommateurs. Donc en fait, on voit bien avec cette forme-là qu'on a une sorte de goulot d'étranglement et un rapport de force qui est évidemment pas au bénéfice des agriculteurs dans la construction et la négociation des prix, etc. Ce qui fait que, au final, sur 100 € en moyenne d'achat alimentaire en France aujourd'hui, il n'y a que 6,5 € qui vont dans la poche de l'agriculteur. Tout le reste, c'est du transport, c'est notre usine qui va transformer les aliments, c'est notre grande surface qui va fonctionner, c'est de la campagne publicitaire, etc., etc. Donc ce système alimentaire-là, finalement, on voit qu'il s'est évidemment construit au détriment des agriculteurs. Donc là, on a fait un peu le tour déjà de cette complexité qui rend fragile finalement nos systèmes alimentaires. Et ça, c'est d'autant plus problématique qu'on a un certain nombre de menaces aujourd'hui qui pèsent sur notre système alimentaire. On va essayer de les balayer un petit peu. Donc on a notre système alimentaire et il y a différents types de menaces aujourd'hui qui pèsent sur lui. On a d'abord une vulnérabilité de notre système alimentaire aux menaces environnementales, aux crises environnementales potentielles. La disparition des terres agricoles et des agriculteurs, c'est une autre menace qui est identifiée aujourd'hui. L'épuisement des ressources énergétiques et minières. Et enfin, la vulnérabilité à d'autres crises potentielles. On va balayer rapidement ces différents types de menaces pour voir justement à quel point on est fragile aujourd'hui et on est à risque ou pas. La vulnérabilité aux crises environnementales, c'est le changement climatique en tête évidemment. Le changement climatique, il faut bien comprendre aujourd'hui en fait que l'activité humaine, elle est en train de dérégler le climat comme jamais on l'a déréglé auparavant. J'ai mis une petite vidéo ici qui montre l'évolution des concentrations en CO2 dans l'atmosphère et des températures depuis 800 000 ans à peu près. Donc ça a été fait par des analyses dans des carottages glaciers au pôle Nord. Et on voit que, évidemment, la concentration en CO2 et la température ont toujours évolué au cours du temps, ça c'est normal, que les deux sont très corrélés, mais c'est toujours resté dans certaines limites. Par contre, on voit que dans l'histoire récente, depuis la découverte des énergies fossiles à peu près, et ça s'est encore plus accéléré au XXe siècle, on a complètement déplafonné les concentrations en CO2. Là, on voit que quand cette vidéo a été faite, on était à 390 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. On est aujourd'hui à plus de 400. Si on continue sur cette trajectoire-là, on pourra atteindre les 500 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Et ça a provoqué déjà un réchauffement climatique d'à peu près 1 degré en moyenne sur Terre, un petit peu plus même maintenant. Mais ça pourrait être encore beaucoup plus, évidemment, jusqu'à la fin du siècle et après. Donc on est en train de transformer et de dérégler le climat comme jamais. La question, c'est qu'est-ce que ça va donner? Et ça, en fait, c'est un saut dans l'inconnu. On ne connaît pas aujourd'hui un monde à plus 5 ou 6 degrés, surtout transformé aussi rapidement. Ce qu'on connaît, par contre, c'est un monde à moins 5 ou 6 degrés. Là, sur cette carte, tu verras, Simon, et vous verrez, pour les gens qui nous écoutent, une carte de l'Europe, avec à gauche l'Europe telle qu'elle était à la dernière ère glaciaire, il y a à peu près 15 à 20 000 ans, et à droite, l'Europe aujourd'hui. Et il y a 15-20 000 ans, c'est le dernier âge glaciaire. Tous les pays scandinaves et une partie du Royaume-Uni étaient complètement sous la glace. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et en France, c'était un climat pas du tout de forêt tempérée comme on connaît aujourd'hui, c'était de la toundra. Ce qui fait que d'un point de vue agricole, avec le climat, on aurait pu nourrir peut-être l'équivalent d'à peu près 100 000 personnes. Donc on ne sait pas ce que c'est un monde à plus 5 ou 6 degrés. Par contre, on voit qu'un monde à moins 5 ou 6 degrés, c'est pas juste rajouter un pull ou enlever un pull, c'est radicalement différent comme transformation du climat qu'il y a derrière. Et le pire en plus, c'est que ça a mis 10 000 ans pour passer de la dernière ère glaciaire à cette période interglaciaire qui est l'Holocène. Et c'est ça qui a permis d'ailleurs d'avoir cette stabilité climatique et de développer l'agriculture.
Mais là, on est en train de le faire en 200 ans au lieu de le faire en 10 000 ans comme avant. On sait un saut dans l'inconnu donc, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir des conséquences pour l'agriculture et notre système alimentaire, puisque cet effet de serre additionnel, avec les concentrations en CO2, en méthane, protoxyde d'azote ou de gaz à effet de serre, ça va avoir plein de conséquences différentes. Ça a des multiples conséquences, tout ce phénomène de dérèglement climatique. Parmi quelques conséquences, pour l'agriculture, ça va avoir par exemple des conséquences sur la disponibilité de la ressource en eau. On va avoir par exemple des problèmes pour bien garder l'eau, la stocker pour pouvoir irriguer derrière avec la fonte des glaciers. Sur la multiplication et l'intensité des sécheresses, pareil pour les phénomènes de canicule, d'incendie ou de crues et d'inondations. Ça va avoir des conséquences évidemment sur la biodiversité, la faune et la flore qui vont être largement impactées par le changement climatique, des submersions et des cyclones aussi plus fréquents et plus intenses sur les systèmes côtiers. Et tout ça, ça va forcément entraîner une baisse des rendements agricoles. Aujourd'hui, c'est dur de chiffrer à combien à peu près. On estime que sur un scénario à plus 3 degrés, ce qui n'est pas spécialement pessimiste, d'ici la fin du siècle, tel qu'on est parti, on serait sur des pertes de rendement de moins 20 à moins 30% en moyenne, ce qui fait que lors d'écarts et d'accidents climatiques plus forts, qui vont aussi se multiplier avec le changement climatique, on pourrait avoir des pertes de rendement de moins 50, moins 60% potentiellement. On peut prendre juste un exemple un peu précis d'une étude de modélisation sur l'humidité des sols liée à la sécheresse qui a été réalisée par Météo France et un laboratoire de recherche. Ils ont regardé ce que sur un scénario à plus 3 degrés, ce que ça pouvait donner. Donc on a sur la première carte l'état de référence de l'humidité des sols moyenne en France en 1970. On voit qu'en 2055, on aurait déjà une bonne partie du pays, avec des zones très productives d'un point de vue agricole, la Beauce, la Champagne-Ardenne par exemple. On aurait des taux d'humidité des sols qui apparaissent en rouge, là, qui correspondent en fait aux pires sécheresses qu'on a connues jusqu'à présent. Et ça, ce serait l'état moyen d'humidité des sols en 2050 et quelques. Dans les années 2080, on serait sur quasiment l'ensemble du territoire français où le niveau moyen d'humidité des sols correspond aux pires sécheresses qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça veut dire que même à ce moment-là, on aurait des phénomènes, des extrêmes climatiques et de sécheresse encore plus forts. Et on sait que les pires sécheresses qu'on a connues aujourd'hui, ça a amené à des baisses de rendement en céréales d'à peu près moins 20% sur le territoire, localement encore beaucoup plus potentiellement. Donc rien que cette question d'humidité des sols, ça pourrait entraîner des baisses de rendement assez importantes. Et pour finir sur le changement climatique, je pense que tu t'en doutes Simon, mais à date les plans d'action sont loin d'être à la hauteur pour s'adapter, atténuer notre impact sur le changement climatique et s'adapter au changement climatique. Je vous laisse regarder cette petite image, ce petit dessin qui avait été fait. Mais voilà, l'État français a été condamné pas plus tard qu'en février de cette année par le tribunal de Paris pour son inaction climatique. On voit aussi les réactions qu'il y a eu de beaucoup de monde, notamment la Convention citoyenne pour le climat, au projet de loi qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. On sait globalement que l'on est loin d'être à la hauteur de l'enjeu pour l'instant. En parallèle, c'est pas tout. Autre bonne nouvelle, on a un effondrement de la biodiversité en cours. Là, on parle vraiment d'effondrement parce qu'on l'observe, il est déjà en cours, c'est assez net. Et en fait, de la même façon qu'on a transformé radicalement le climat, on est en train de transformer radicalement le monde vivant qui nous entoure. Là, sur cette figure, on voit par exemple, c'est la répartition de la biomasse des mammifères sur Terre. Et on voit finalement que l'homme et les animaux d'élevage, ça représente plus de 90% de la biomasse sur Terre, et que les mammifères sauvages, qu'on est très content de regarder dans les documentaires animaliers ou de montrer dans les livres à nos enfants, pour leur montrer ce que c'est que la nature, en fait, aujourd'hui, c'est réduit à peau de chagrin. Et tout ça, cette transformation radicale du monde vivant, évidemment, ça entraîne un effondrement de la biodiversité. Il y a le WWF qui édite régulièrement un rapport avec un indice de planète vivante, comme ils l'appellent. Et ils ont évalué dans leur dernier rapport, en 2020, qu'on avait à peu près perdu 68% des populations de vertébrés depuis les années 1970. Donc en 50 ans, on a perdu plus des 2/3 des populations de vertébrés, donc mammifères, poissons, amphibiens, reptiles et oiseaux. Et donc évidemment c'est absolument dramatique, et du côté des invertébrés c'est pas beaucoup mieux. On s'en rend compte pour ceux qui ont au moins 30 ans comme moi, que quand on était plus jeune on voyait les pare-brises des voitures quand on roulait qui étaient criblés d'insectes quand on roulait. Aujourd'hui on les a plus. Il y a une étude en Allemagne qui est parue qui a estimé que dans les prairies en Allemagne on avait perdu 67% des populations d'insectes en à peine 10 ans. Et donc ça, forcément, pour aussi les autres animaux qui dépendent et qui se nourrissent des insectes, comme les chauves-souris, les oiseaux, ça a forcément un impact. Et on voit des baisses de population absolument dramatiques et effrayantes.
Et ça, c'est d'autant plus dommage pour l'agriculture, pour notre système alimentaire, que ces invertébrés, notamment ces insectes, remplissent énormément de fonctions et de services. Le rôle de pollinisation, bien sûr, pour l'agriculture, mais aussi la régulation contre les ravageurs ou les maladies, la fertilité du sol aussi. Donc tout ça, ça va être remis en cause si on continue à observer cet effondrement du vivant. Et dernière chose sur la biodiversité, il y a la biodiversité sauvage, entre guillemets, on voit que ça s'effondre, mais la biodiversité agricole qu'on cultive, t'en parlera un peu plus tout à l'heure avec la question des semences, mais c'est aussi considérablement appauvri. Aujourd'hui, on est dans une situation où 75% des aliments qui sont consommés sur la planète proviennent seulement de 12 espèces végétales et 5 animales. Donc c'est dire la pauvreté finalement de ce qu'on cultive et de ce qu'on consomme aujourd'hui. Deuxième type de menace qui pèse sur notre système alimentaire, c'est la disparition des terres agricoles et des agriculteurs. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre des photos aériennes. Là, on a mis une photo aérienne de la région de Rouen. On voit la ville de Rouen avec la boucle de la Seine. Une photo aérienne qui date des années 50-60. Et si on compare avec une photo aérienne d'aujourd'hui, on voit qu'en fait, on a eu une très forte urbanisation de Rouen, des plateaux nord aussi au niveau de Rouen et à proximité immédiate de la ville. Donc ça, c'est fortement urbanisé là où on avait encore de la production agricole il n'y a pas si longtemps qui permettait de nourrir la ville. Et les zones agricoles qui restent encore aujourd'hui, on voit aussi que la taille des parcelles s'est beaucoup agrandie. Les paysages se sont beaucoup simplifiés. Là, on avait un morcellement avant de cultures et de parcelles. Ça s'est largement simplifié aujourd'hui. Donc on a une perte en surface des terres agricoles. On estime que depuis les années 80, on a perdu à peu près l'équivalent de 2 fois la Gironde, qui ont été urbanisées, artificialisées. Mais on a aussi une perte agricole en termes de qualité et de profondeur, avec l'érosion qui détruit les sols plus vite que les sols ne se forment, et même les sols qui sont de moins en moins fertiles et qui ont des taux de matière organique de plus en plus bas en France aujourd'hui. Et en parallèle de cette disparition des terres agricoles, on a aussi une disparition des agriculteurs. C'est une disparition qui ne date pas d'hier, on le voit sur ce graphique-là, depuis les années 1800, la population agricole diminue, avec la mécanisation progressive de l'agriculture, avec un certain nombre de progrès techniques. Mais on voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, ça a complètement chuté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement inédite à l'échelle de l'espèce humaine, où en France, on a un Français qui produit la nourriture pour les 99 autres. Donc c'est dire aujourd'hui le faible nombre d'agriculteurs qu'on a encore aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus dramatique, qui fait d'autant plus peur, c'est qu'il y a la moitié de ces agriculteurs qui travaillent encore, qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, avec des taux de remplacement qui sont à peu près de la moitié. Ça veut dire qu'on risque de perdre un quart des agriculteurs qui nous restent. Et pour les exploitations qui ne sont pas reprises, soit pour certaines elles vont partir en friche, soit pour certaines elles vont partir à l'agrandissement. Mais l'agrandissement, ça veut dire qu'il faut de moins en moins de monde et de plus en plus de machines pour faire fonctionner et tourner ces exploitations agricoles. Ça nous fait le lien avec le troisième grand type de menace qui pèse sur notre système alimentaire, qui est l'épuisement des ressources énergétiques et minières. On a vu tout à l'heure que tous nos systèmes alimentaires et notre système agricole reposent sur l'énergie, notamment les énergies fossiles et le pétrole pour pouvoir fonctionner et transporter notre nourriture. Pour l'agriculture, pour faire tourner les tracteurs, on a besoin de pétrole aussi. Là, ce graphique qui montre finalement, sur les barres grises, c'est les découvertes de pétrole. Et la ligne rouge, la courbe rouge, c'est l'évolution de la production du nombre de barils de pétrole. En fait, on voit que le pic des découvertes de pétrole a été atteint dans les années 60-70, et qu'en fait, depuis cette époque-là, on consomme plus de pétrole qu'on arrive à en trouver. Donc forcément, à un moment, la source, elle va se tarir, on en trouve de moins en moins, on en consomme de moins en plus. C'est une énergie fossile qui ne se renouvelle pas à l'échelle des temps humains. Donc forcément, on va finir par en manquer. On estime d'ailleurs que la production de pétrole, si on veut la maintenir au niveau mondial, ça voudrait dire d'ici à 2030, il faudrait trouver l'équivalent de 4 fois l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ce qui évidemment n'arrivera pas. C'est pas possible, on a déjà trouvé, on a trouvé les grands champs pétroliers. Et en plus, les découvertes de pétrole qu'on trouve maintenant, c'est des pétroles des fois non conventionnels, parce que pour le pétrole conventionnel, le pic pétrolier a été atteint dans les années 2006 à peu près déjà, 2006-2008. Pour les pétroles non conventionnels, pétrole de schiste, sable bitumineux, il faut encore plus d'énergie pour pouvoir les extraire, pour pouvoir les raffiner. Donc ça veut dire c'est de plus en plus difficile pour pouvoir en extraire, ça demande de plus en plus d'énergie et ça va coûter aussi de plus en plus cher. Pour le système alimentaire, on a parmi de choses là-dessus, mais il y a aussi un jour le pic des phosphates, qui est un élément fini sur Terre, qui, si on n'est pas capable de reboucler les phosphates d'un point de vue fertilité pour les sols, va aussi finir par poser problème pour le monde agricole.
Enfin, dernier type de menace sur notre système alimentaire, c'est la vulnérabilité à d'autres crises. On a parlé de la crise sanitaire en début de conférence sur ses impacts et les fragilités que ça a souligné. Ça peut être un exemple de crise qu'on n'a pas vu venir et qui fragilise notre système. Ça peut être d'autres crises, comme des crises sociales, avec le mouvement des Gilets jaunes qu'on avait vu il y a quelques temps. Le mouvement avait par exemple bloqué certains centres logistiques en France. 2-3 jours après, les grandes surfaces qui dépendaient de ce centre logistique-là étaient complètement vides, et parce qu'elles n'étaient plus réapprovisionnées. Donc des menaces et des crises qui remettent en cause par exemple tout notre fonctionnement et le transport, ça peut finalement provoquer des ruptures d'approvisionnement pour les agriculteurs, des difficultés à transformer, à distribuer la nourriture. Pour les gens, ça peut provoquer des pénuries alimentaires, ponctuelles, locales éventuellement, pourquoi pas plus globales si on a éventuellement un pic pétrolier ou autre. Une crise financière, ça aurait aussi des impacts assez désastreux vu le niveau d'endettement aujourd'hui des exploitations agricoles. Donc on voit finalement qu'on a toute une variété de crises aussi qui pourraient mettre à mal notre système alimentaire. Du coup, en synthèse, on voit qu'on a un risque élevé de crise sanitaire puisqu'on a vu notre système alimentaire extrêmement complexe et extrêmement fragilisé par toutes ces menaces. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces menaces, il y en a certaines qui sont progressives. Le changement climatique, ça va se faire chaque année, ça va être un peu pire que l'année précédente, ça va être de plus en plus fluctuant, etc. Mais ça va être progressif, on peut plus ou moins l'anticiper sur ses effets. Il va y avoir des dégradations de fond, mais dans ces menaces, il y a aussi des chocs beaucoup plus ponctuels et qui peuvent être beaucoup plus violents. Une crise financière, un choc pétrolier, un accident climatique extrêmement fort une année, là, ça peut provoquer des crises beaucoup plus fortes et beaucoup plus ponctuelles sur notre système alimentaire. Donc on a notre système alimentaire, en plus, à côté de ça, on a des stocks nulle part, à part dans nos grandes surfaces, on a 2-3 jours de stock tout au plus. Et on a à aucune échelle, que ce soit au niveau local ou au niveau national, des plans de sécurité ou des plans d'urgence si jamais on a un souci sur nos approvisionnements alimentaires. Ce qui fait que clairement on a un risque finalement assez élevé dans les années ou dans les décennies à venir d'avoir des problèmes sur notre système alimentaire. Donc la question c'est finalement comment on arrive à le rendre résilient. Et du coup après ce panorama peut-être un peu dur à entendre, ça je peux le concevoir, mais en même temps réaliste sur l'état de nos systèmes alimentaires, tu vas nous donner des pistes aussi, Simon, pour avoir des territoires et un système peut-être plus résilient. Faut quand même garder de l'optimisme, il y a des choses à faire. Et finalement, la résilience, on ne l'a pas forcément définie au début de la conférence, mais je vais en donner une définition maintenant. Ce qu'on appelle la résilience alimentaire, c'est la capacité du coup de notre système alimentaire à quand même fonctionner, donc apporter de la nourriture suffisante en quantité, en qualité, accessible aux gens, malgré des crises ou des menaces qui peuvent être diverses et variées. Donc voilà, c'est comment il arrive à fonctionner, même en temps de crise ou avec des chocs qu'on n'a pas forcément anticipés. Donc ça se travaille et ça s'anticipe, et c'est ça la notion de résilience alimentaire. Donc je te propose, Simon, de pouvoir peut-être nous donner un peu aussi le témoignage de Triticum et ton témoignage personnel sur l'action qui a été menée pour montrer tout ce qui peut être fait à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective ou même au niveau d'un territoire sur ces sujets-là. Merci François pour ce tableau. C'est vrai que c'est assez difficile de réussir à avoir une vue d'ensemble. Pourtant, elle est nécessaire. Elle permet de faire un constat. Et à partir d'un constat, on peut essayer d'agir. La tâche est vaste, mais quand même, on a un certain nombre de choses, notamment quand on regarde un peu le passé, quand on essaie de comprendre ce qui se passait avant l'ère du tout pétrole et du tout transport. Et c'est pour ça que, en regardant l'histoire, on a fait ce choix, les cofondateurs et les personnes qui ont rejoint l'association le confirment, de trouver pertinent de travailler sur les semences. Pourquoi ? Parce que le premier maillon de la chaîne agricole, c'est les semences. Le premier maillon de la chaîne alimentaire sont les semences. Et puis, tout ce que tu as décrit en termes d'évolution industrielle de notre alimentation, cette évolution a aussi lieu sur les semences. Elles ont énormément évolué. Les semences qui nous nourrissent aujourd'hui ne sont pas les semences qui ont nourri les hommes jusqu'il y a une centaine d'années. Il y a vraiment une permutation. Les semences ont été abandonnées pour passer sur des semences copyrightées qui sont détenues par des sociétés privées. Donc l'association Triticum s'est fondée avec cette envie de recomprendre ce que sont les semences, de se les réapproprier
approprié par une action collective. C'est une démarche de bien commun, d'intérêt général. Je pense que ça, c'est la première chose qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce contexte difficile, à ces risques et à ce mode de développement, le collectif et le bien commun doivent faire leur retour. Les céréales de pays, c'est 12 000 ans de coévolution, je viens de le dire, au regard de l'histoire. On comprend que la diversité, c'est mise en place par l'influence des hommes, des paysans qui ont choisi certaines plantes. Il y a eu aussi des croisements naturels. Des plantes se sont mélangées. On sait que les différentes civilisations n'ont pas toujours mangé les mêmes céréales si on fait un peu le focus sur les céréales et sur les calories. Les semences paysannes, de quoi parle-t-on ? C'est un terme qui peut paraître un petit peu complexe. Pourquoi paysannes ? Alors 2 pays aussi, donc paysannes parce qu'elles font partie du travail des paysans, 2 pays parce qu'elles sont raccrochées à des terroirs. Elles sont très diverses, elles sont constituées de populations. Une population de plantes, c'est des individus différents qui sont quand même reconnaissables par des critères généraux de couleur, de forme, de hauteur de paille. Et c'est cette façon en fait naturelle, la nature développe ainsi les végétaux et les choses. Elle y met de la diversité. Elle cherche à la fois à économiser l'énergie, ce qui est contraire un petit peu à ce que tu as décrit juste avant le système, qui en fait ne prend pas du tout en compte son rapport à l'énergie et a plutôt tendance à considérer cette ressource comme voilà, sans impact et inépuisable. La nature, elle, alors qu'elle a plutôt accès à une énergie constante à certains égards, fait quand même des économies. La question de la non-transgressivité des cellules végétales, elles sont pas issues d'un travail de bio-ingénierie, c'est un processus naturel qui est en cours. Et surtout, ce qui est essentiel, je trouve, pour un travail collectif, c'est qu'elles sont libres de droits et échangeables. Donc elles sont la propriété de tout le monde, en fait. C'est un petit peu comme une ressource naturelle, l'eau ou la terre. Et en ça, historiquement, les civilisations ont toujours eu des gardiens des semences et des démarches mises en place pour garantir l'accès à tout le monde de ces semences. Les semences paysannes ont de nombreux atouts. Elles ont aussi quelques défauts. Leur défaut étant en fait de ne pas réussir, de ne pas avoir pu s'adapter au développement technologique et industriel de l'agriculture. Leurs atouts, par contre, ils sont au regard de ce que tu as expliqué sur l'évolution du climat et des ressources. C'est surtout leur rusticité, du fait de leur richesse, leur diversité génétique. Donc c'est ce qu'il y a dans la plante. Si on regarde en gros avec un microscope, on voit dans une semence paysanne beaucoup plus de gènes, beaucoup plus de différents éléments, alors que dans une semence sélectionnée et industrielle, on a une érosion, on a beaucoup moins de choses. Elles sont de haute taille, elles ont des hautes tiges, donc ça c'est un avantage, c'est pour produire de la paille notamment, pour aussi préserver l'épi de l'attaque de ravageurs, de champignons. Donc elles ont un certain nombre d'atouts qui permettent une culture en agroécologie, en bio, et c'est pour ça que notamment Triticum développe un programme autour de ces semences pour les fermes bio. Les blés anciens, souvent, sont de plus en plus une notion qu'on connaît, quoi. On peut trouver de la farine de blé ancien dans certains magasins, même si c'est rare en Normandie. On a des zones, des régions en France où c'est assez connu maintenant. Il y a eu aussi la question de la santé, des gluten qui ont été posés et qui montrent que les blés anciens ont une pertinence. Qu'est-ce qu'on appelle blé ancien par rapport à ces semences paysannes ? C'est les blés qui étaient cultivés donc, il y a longtemps, avant la Première Guerre, et qui n'ont pas du tout été trafiqués par une approche de biogénétique. Donc on a un patrimoine qui est préservé et on a une diversité, une richesse qui nous permet de faire à nouveau un travail sur ces semences en toute liberté et en toute, on repart un peu à zéro, quoi. Le tournant de l'agronomie moderne du XXe siècle a été, on l'a vu, radical quelque part. On avait besoin de produire plus, on a eu des grands chocs en géopolitique, des guerres. Il se trouve qu'il y a un lien avec les guerres justement, c'est que l'ammonitrate qui était utilisé pour les armements. On a vu l'engrais azoté dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. On peut parler de l'explosion des silos de Beyrouth l'année dernière, où on voit le lien direct entre engrais azoté et explosion. On a observé à ce moment-là, après les guerres, que les zones qui avaient supporté ces produits-là étaient verdoyantes. En effet, l'azote qui est contenu dans l'ammonitrate peut servir à la plante pour se développer.
Donc les plantes, les blés anciens n'étant plus adaptés à ce type de traitement assez massif, parce que ça poussait un petit peu les plantes à se coucher, elles se développaient un peu trop. On a inventé à ce moment-là les blés modernes, on a fait une sélection en vue non plus de nourrir correctement en termes de nutrition les consommateurs, mais en vue de pouvoir mécaniser les pratiques et en vue de pouvoir utiliser ces produits. C'est ce qui s'est passé, et ces semences modernes supportent un certain nombre de cocktails qui sont chimiques souvent et issus de l'agro-industrie. Et du coup, ces semences modernes, tu disais, elles étaient plus petites que les blés anciens, qui sont des blés avec des hautes pailles. C'est quoi les ordres de grandeur en termes de taille, justement, pour se rendre compte ? Aujourd'hui, dans l'imaginaire de nous tous, on voit un champ de blé, on a cette hauteur à peu près de 50 cm, quand c'est pas 40. Donc les blés ont été nanifiés, alors que les blés en variété ancienne sont souvent supérieurs à 1 mètre, peuvent monter jusqu'à 1,50 m, et une sélection doit être opérée pour gérer cette hauteur, parce que si la hauteur est trop haute, ça peut être gênant, mais globalement on a une hauteur qui est du double, voire 3 fois supérieure. Et donc ça, c'est bien différent en termes d'observation. On voit que ce sont des blés qui sont aussi souvent très colorés, il y a une diversité d'aspects, avec des blés rouges, des blés blancs, des blés bleus, des couleurs magnifiques, une diversité qui est touchante. Souvent d'ailleurs, on a eu des témoignages de personnes qui avaient visité notre collection et qui nous rapportaient vraiment être impressionnés, n'avoir jamais vu ça dans les champs. Aujourd'hui, les variétés qui sont utilisées dans les champs sont standardisées, elles sont homogénéisées, et ce travail d'homogénéisation a aussi dilué, créé une érosion génétique. Donc c'est toujours les mêmes mots-clés qui ressortent. On parlait tout à l'heure d'une érosion des sols, on parlait d'une diminution du foncier, qui est très inquiétante. L'érosion de la biodiversité sauvage. C'est toujours les mêmes concepts qui sont en marche, qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. C'est en fait dû à notre approche, le fait de vouloir faire des économies d'échelle et de vouloir faire de l'industrie au lieu de l'artisanat ou de l'agriculture. Les géants, je vous ai mis quelques petits logos qu'on connaît tous bien, surtout pour des firmes comme Monsanto ou Bayer. Les géants ont participé au développement de l'agriculture via le développement de l'agrochimie. Certaines fonctions étaient nécessaires, mais on peut considérer aujourd'hui qu'on arrive à un certain butoir, dans le sens où elles ont énormément concentré les sociétés. Donc c'est aujourd'hui très peu de multinationales qui tiennent le marché. Pour les semences, c'est la même chose. Les petits semenciers ont été rachetés à partir des années 90 par ces géants. Et les géants aujourd'hui vendent donc les semences et les cocktails associés pour assurer la croissance des plantes. Donc on est globalement dans un marché et dans une approche très business du vivant. Un petit mot sur les OGM, parce que tout ça est lié. Les plantes OGM ont été massivement un petit peu rejetées par les Européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les semenciers qui travaillent sur ces techniques reviennent un peu à la charge via des techniques qui ont évolué, qui sont un petit peu moins violentes, mais à peine. On parle de mutagénèse aujourd'hui, qui a remplacé la transgénèse. Donc au lieu de rentrer dans la cellule, insérer les choses, on essaye de faire muter violemment les cellules via des aspersions chimiques ou des irradiations. On peut aller jusqu'à 10 000 traitements, par exemple, sur une cellule pour faire évoluer les choses. Et on est très loin d'un processus naturel. Et bien sûr, on est dans un contexte de semences qui seront copyrightées, donc qui nécessiteront des droits à payer chaque année par les utilisateurs. Une appropriation du vivant qui est totale. On a un exemple, Genome Control, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est quand même sidérant. Un génome comportant la signature de l'obtenteur est inséré dans la plante, et donc on peut ensuite contrôler une plante et voir si l'acte de propriété joue ou pas, ce qui permet de mettre en place des procédures judiciaires, de s'attaquer entre semenciers. Donc on voit que c'est une philosophie qui va jusqu'au bout. Moi, ce qui me marque quand tu expliques ça, finalement, c'est que tu parlais de bien commun tout à l'heure concernant les semences paysannes qui sont le fruit de l'évolution de 12 000 ans d'agriculture, etc., et de sélection. Et que c'est là, j'ai l'impression, en fait, finalement, que ce soit les agriculteurs ou même les humains de façon générale, on est complètement dépossédés finalement de ce bien commun-là par
ces acteurs qui brevettent et qui s'approprient le vivant et ses ressources génétiques. En effet, et cette dépossession, elle a eu aussi des conséquences sur la biodiversité cultivée elle-même. C'est qu'étant non cultivée, non utilisée, elle s'est perdue. Ces semences sont des ressources vivantes. Et elles doivent être cultivées régulièrement, ressemées chaque année ou tous les 2 ans pour être conservées. Et en cela, on part de très loin. Tout n'est pas perdu, mais on a quand même un choc qu'il faut désormais dépasser. On prend l'exemple des blés tendres, là, j'ai une diapo qui parle clairement. On avait plus de... Notre petite brioche à la fraise, justement. Tout à fait. On avait jusqu'à 1000 variétés de pays au 19e, au 18e, au 20e siècle, pardon, au 1900. Et aujourd'hui, on n'en a plus que 330. Alors vous me direz, il en reste quand même un tiers, mais ce ne sont pas les mêmes variétés. On a abandonné les variétés de pays pour les remplacer par des variétés du catalogue. Et globalement, ces variétés sont assez proches génétiquement, donc elles ont des noms qui varient, mais elles ont des aspects qui sont vraiment similaires. Et on est sur des détails. Voilà. Donc la diversité a disparu de nos champs. On parle d'une érosion variétale, beaucoup moins de variétés, beaucoup moins de caractères différents. Et ces variétés en interne ont une dilution génétique parallèlement qui s'effectue. Donc les hauts rendements qu'on a réussi à avoir en agriculture se sont faits à un certain prix. Il faut bien comprendre que ce n'est pas non plus, sont pas des semences magiques. Il a fallu mettre en place des techniques, des technologies qui ont impacté fortement tout ce qui est ressources naturelles. Donc, au regard de ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion de crise climatique, on sait qu'aujourd'hui, on l'a encore vu ce printemps, avec un choc au niveau des gelées. On n'avait jamais vu ça sur tout le territoire. Il a quand même fallu mettre 1 milliard sur la table pour essayer de rattraper un peu les exploitations. Donc, on voit que les chocs sont désormais massifs. Comment appréhender ces risques-là sans avoir une diversité de gènes, de plantes? C'est ce que rappelle la FAO en expliquant que c'est quand même la résistance des plantes qui est en jeu par rapport à leur bagage génétique. Si vous avez des plantes qui sont génétiquement faibles, elles seront faibles aussi dans leur culture. Donc le premier maillon de la chaîne alimentaire, de la chaîne agricole, les semences. On comprend qu'il y a un vrai enjeu de bien commun. Il y a aussi l'idée de devoir donner du temps. On a été dépossédé, mais aussi on l'a laissé faire quelque part, dans le sens où s'occuper d'une ressource en commun, c'est faire un projet ensemble. On ne peut pas forcément s'occuper de ça à une échelle individuelle. Ça nécessite de s'organiser. C'est ce que font les maisons des semences. Et c'est pour ça que Triticum a été créé. En Normandie, la seule région jusqu'en 2019 qui n'avait pas de maison de semences. Il fallait faire quelque chose. Donc les cofondateurs ont décidé de lancer une association qui allait collecter des céréales anciennes, qui allait les semer, les observer et surtout faire un travail de pédagogie, expliquer tout ça à la société, comprendre que certes aujourd'hui on a un certain nombre de préoccupations qui sont dues à une société de loisirs et de services, mais les fondamentaux sont pour notre nourriture bien les semences et il s'agit désormais d'en avoir conscience. Triticum est membre du réseau Semences Paysannes France. Ça veut dire qu'elle travaille avec l'association travaille avec d'autres maisons des semences qui se sont organisées dans les autres régions déjà dans les années 2000. Donc on avait pas mal de retard sur ce travail. On travaille avec les plantes, donc dans cette association, on travaille aussi avec les citoyens, on leur explique, et puis on essaye de travailler sur des micro-filières pour pouvoir consommer ces céréales, j'y reviendrai tout à l'heure. Et une spécificité un peu aussi de Triticum, moi en tout cas que j'ai découvert quand je suis arrivé, c'est justement que c'est une maison des semences, mais qui à l'origine est citoyenne. Donc pas forcément des gens qui sont issus du milieu agricole, mais qui fait aussi et qui intègre aussi évidemment des professionnels, des agriculteurs, des artisans, boulangers, brasseurs, etc. et qui fait le lien entre les deux. Et c'est ça, moi en tout cas, à titre personnel, que j'ai trouvé assez passionnant. Tout à fait, il y a d'autres projets comme ça en France, mais ils sont plus rares. C'est vrai que souvent les maisons des semences sont des groupements de paysans qui cherchaient à travailler ensemble, mutualiser leur travail et leurs ressources pour le faire. On voit d'ailleurs que le réseau réunit des groupes qui travaillent sur l'arboriculture, le maïs, les fourragères, donc des choses qui sont plutôt travaillées par des professionnels. Mais souvent, ces projets-là ont eu du soutien bénévole. Et puis certains projets comme Pétaniel, par exemple, à côté d'Albi et Toulouse, est clairement aussi une association soutenue par une activité citoyenne forte.
Ce qu'on peut rappeler, c'est que la conservation, exactement comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, il y a en fait deux approches. Il y a l'approche qu'on appelle in situ, donc sur place, qui est vraiment en lien avec le vivant. Une collection est ressemée chaque année, c'est ce que fait l'association. Et ainsi, les plantes prennent les informations du terroir, du climat, des ravageurs, et les intègrent. C'est pour ça qu'on a à ce moment-là des plantes qui sont plus rustiques, parce qu'elles s'habituent à l'endroit, et étant fertiles, libres de droit et ressemables, on arrive comme ça à évoluer. Donc, je pense que ça, c'est une vraie solution pour réussir à manger ou à continuer de maintenir des productions dans un contexte un petit peu chamboulé, éclectique, en fait, avec des chocs qui seront jamais les mêmes. C'est notre deuxième printemps qui s'annonce a priori sec, mais on a pu avoir aussi des printemps qui étaient plus humides. Il s'agit finalement d'avoir des plantes qui s'adaptent. C'est une gestion en bien commun, donc ça c'est important. Un bien commun, ça se gère forcément en collectif, à plusieurs. C'est pas une approche commerciale, c'est pas une approche qui cherche à générer des profits. A contrario, la conservation ex situ, elle, là je vous ai mis deux images, ça fait sourire mais c'est un peu effrayant, c'est qu'on considère à ce moment-là les semences beaucoup plus comme un stock, comme une ressource figée, qu'on met dans des boîtes avec des étiquettes et qui sont conservées. Voilà. En cas de crise, on peut en effet faire appel au stock, mais le stock est statique, il n'a pas pu coévoluer, donc on peut considérer que les plantes qui sortent d'un conservatoire de ce type sont très fragiles. Et puis on voit que ça ressemble à un entrepôt d'Amazon, ça c'est quand même pas très rigolo. Là, une coupe nous permet de comprendre qu'un conservatoire comme celui de Svalbard en Norvège est en fait un blocos, donc c'est pas quelque chose qui est en accès, c'est pas du tout libre pour la population, c'est plutôt réservé à peu de personnes, et puis c'est une infrastructure lourde, donc qui n'est pas vraiment accessible pour... Et qui est menacé en plus par le changement climatique, je crois. Oui, a priori, il y a eu des fontes du permafrost. La fonte du permafrost entraîne des fuites d'eau, des gouttières. Enfin, ça ne se passe pas comme prévu. Les pistes d'action pour une agriculture nourricière, finalement, vont englober un certain nombre de démarches, dont le travail sur les semences, mais pas essentiellement. C'est un tout. Comment fait-on de notre agriculture aujourd'hui, qui est plutôt exportatrice, qui sert à alimenter des flux souvent massifs avec des chaînes longues, tu l'as très bien montré tout à l'heure, comment on la transforme pour réunir en fait les bassins de production au bassin de consommation. C'est la seule façon d'économiser de l'énergie. C'est aussi la seule façon de réduire les emballages, par exemple. Si on veut maintenir une certaine fraîcheur pour un produit, et sans vouloir l'emballer, il faut qu'il soit produit à côté de là où il va être consommé. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi je trouve que ça fait un terrain de jeu, un terrain d'action qui est passionnant. On a tous un rôle à jouer à l'échelle individuelle déjà. Ça, alors, certains diront les petits pas ne mènent à rien. Malgré tout, quand même, une population qui est plus alerte sur ces questions et qui reprend un petit peu le contrôle de sa production alimentaire sera en mesure, je pense, de supporter des chocs, alors que sinon rien n'est possible. À l'échelle individuelle, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut changer nos pratiques de consommation. Ça, c'est vrai que on parle souvent du vote avec la carte bancaire. On a quand même un choix. On fait un choix à chaque fois qu'on achète. On peut manger plus végétal, on peut manger plus bio, on peut manger plus local. C'est quand même un levier qui est réel. Après, il est insuffisant, à mon sens, et au sens d'un certain nombre de personnes aujourd'hui qui considèrent que les choses doivent évoluer un peu plus. On peut se former pour apprendre à coproduire sa nourriture. On sait que dans les crises, comme en URSS ou pendant les guerres, les gens rejardinaient et coproduisaient une vraie partie de leur nourriture. Et puis on peut investir et soutenir des projets de transition, on peut donner à des associations qui travaillent sur ces sujets comme Triticum. On peut aussi investir dans une foncière comme Terre de Liens pour participer à un projet plus vertueux autour de ces notions. Les potagers, en effet, je l'ai dit juste à l'instant, peuvent amortir les crises. On le voit là, en fait, la photo de gauche représente des potagers autour de Moscou. C'est un bon exemple parce que les moscovites ont, pour 60% d'entre eux, un potager qui produit réellement de la nourriture. C'est pas juste un carré d'un mètre carré, même si on peut considérer qu'un tout petit potager, c'est un très bon début.
Là, on voit que c'est une vraie façon de vivre. À droite, on voit une datcha avec un jardin luxuriant, avec plein de plantes diverses. Donc on voit que c'est une façon de vivre en fait qu'il faut essayer de retrouver et qu'on a eu jusqu'à il y a peu. Alors je vais prendre un parallèle tout de suite pour expliquer le projet citoyen paysan qui a été mis en place par Triticum pour ses adhérents. L'idée étant d'aller un petit peu plus loin, de se sentir un citoyen concerné par l'agriculture, pas forcément pour devenir un professionnel, mais quand même pour avoir un vrai niveau de compétence et puis des capacités. Donc l'idée là est de proposer aux adhérents qui s'activent dans l'association à nos côtés, c'est des savoirs agronomiques accessibles, donc travailler un petit peu plus sur les livres ou les vidéos pour apprendre les choses, être au contact d'agronomes comme toi François, pouvoir aussi côtoyer des paysans, c'est des moments qui sont hyper enrichissants et qui nous permettent de comprendre la vie du sol, comment fonctionnent les mises en culture. C'est complexe et en même temps c'est accessible. C'est peut-être quand même moins complexe, je pense, qu'un système industriel, alimentaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc reprenons confiance aussi, je pense, même quand on est urbain, on a des occasions, et je vais y revenir tout à l'heure pour être exposé à tout ça. Je pense que n'importe quel bénévole Triticum pourra dire qu'en plus c'est extrêmement gratifiant de réapprendre tout ça. Tout à fait. L'idée étant aussi de redécouvrir la biodiversité, donc associée à ces savoirs, le travail sur les semences qui est essentiel. On sait que voilà, dans les sociétés, les civilisations plus du sud, où par le passé on avait un lien étroit avec les semences, reprenons conscience de ça et reprenons confiance en notre capacité de co-gestion en collectif. Et puis un travail sur les outils, parce que malgré tout, si on limite notre consommation d'énergie, se pose la question de l'abandon un petit peu du moteur. Et comment fait-on à ce moment-là? Avec les mains, c'est complexe. Donc travaillons avec des outils adaptés, retrouvons tout ce savoir. On a de belles ressources dans l'association pour découvrir tout ça. Ça prend la forme d'ateliers. Là, on voit une photo sur la ferme pédagogique des Bruyères, justement, un atelier sur les outils. Et ça prend la forme de chantier participatif, où là, les adhérents cultivent dans différentes parcelles, autour de Rouen, des céréales, mais aussi quelques végétaux. On fait un travail qui est quand même centralisé sur les céréales. Là, on voit une moisson qui a eu lieu l'année dernière. J'en profite pour saluer vraiment tous les adhérents, parce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant est très encourageant, et je pense qu'on tient quelque chose de fort. Cette dynamique, je suis en train d'en parler, elle prend tout son sens au niveau collectif, et je pense que c'est pour rayonner sur un terroir l'étape suivante. À l'échelle individuelle, on peut faire des choses, mais on peut aussi intégrer une dynamique collective. Et c'est essentiel, parce que nourrir les villes aujourd'hui, en France et partout dans le monde, c'est nourrir les Français, c'est nourrir les villes. Donc la plupart des habitants sont urbains, 77% des Français vivent en ville. Donc la question qui se pose, c'est comment un urbain peut se reconnecter à tout ça, et quel schéma pourrait nourrir les villes. L'agriculture urbaine est un début de solution. On sait qu'on a une belle dynamique qui est en cours dans nos villes, à Paris, à Marseille, à Rouen maintenant. Et c'était déjà lancé par le Champ des Possibles déjà depuis quelques années. On voit réapparaître des zones de culture, mais qui sont malgré tout sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Elles produisent des aliments, mais pas que. Et heureusement, parce que cette production est vraiment loin d'être suffisante vu les nombres d'urbains à nourrir. Par contre, elles peuvent donner accès à de la pédagogie, à du lien social. On sait qu'en ce moment, par exemple, pour les étudiants, c'est un bon moyen de retrouver aussi des échanges et du sens sur notre alimentation. Et puis, elles délivrent des services écosystémiques qui sont importants en ville. On sait qu'on a des coups de chaud qui sont dévastateurs. Des zones revégétalisées pour produire de la nourriture sont des vraies choses à mettre en place. Et du coup, j'ajouterais même que finalement, cette agriculture urbaine, d'un point de vue collectif, elle peut être portée évidemment par des associations, comme le Champ des Possibles, tu l'as dit, comme Triticum, mais ça peut être des jardins partagés, ça peut être des entreprises aussi qui font ça, ça peut être dans les cours d'école, et je pense que c'est ça aussi la force de cette agriculture urbaine-là, c'est qu'elle peut se mettre un peu dans tous les interstices, dans toutes les dents creuses en ville, etc., pour essayer de sensibiliser, reproduire de la nourriture en ville, et ça c'est assez fort.
Oui, tout à fait. Réactiver le lien des urbains avec le vivant, avec le fait de produire sa nourriture. On sait qu'un enfant qui découvre la culture des légumes est beaucoup plus enclin à en consommer. Donc il y a un vrai lien avec le faire. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de réussir dans toutes les zones où l'agriculture urbaine est pratiquée. Mais en effet, pour toute la question céréalière, pour tout ce qui est complément en légumineuses, en fruits, on a besoin de surfaces plus grandes. Donc, on s'y attelle. Triticum travaille sur le déploiement de filières en Normandie autour des villes, mais pas que. Une grande ville va devoir rayonner sur son territoire pour être alimentée par une ceinture, mais aussi par des fermes qui seraient plus éloignées. Le projet ici, dans notre association, c'est finalement de parler aux citoyens, de les intégrer aussi dans un programme aux côtés de paysans, de leur montrer qu'on peut avoir un impact sur l'agriculture autour de nous, sur ce travail semencier. Si vous participez à une sélection de plantes, si vous confiez un échantillon pour une multiplication sur une ferme, vous êtes en train d'aider vraiment une ferme bio à évoluer, et puis vous êtes en train de faire émerger, si derrière des artisans sont aussi dans le projet, ce qui est le cas pour Triticum, des meuniers, des boulangers, vous êtes en train de lancer le premier maillon de la chaîne et pouvoir faciliter la construction de cette chaîne qui permettra la production d'un pain local, par exemple, ce qu'on a déjà fait l'année dernière et ce qui va s'intensifier. Alors ces pistes d'action au niveau collectif prennent une certaine dynamique, et puis petit à petit on commence à apprendre un peu à s'élever un petit peu, à avoir une vision sur l'échelle du territoire. Et là, en effet, comme je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu fort de ces zones autour des villes. L'enjeu, c'est de préserver ce foncier, parce qu'il est lourdement attaqué. On le voit encore trop comme une ville à venir, notamment par rapport à des classements au PLUI. On sait qu'il y a un certain nombre d'associations qui font un travail pour préserver ça, mais on attend vraiment aujourd'hui que des collectifs montrent aux élus, inspirent les différentes échelles de collectivités pour statuer, même si c'est au niveau de l'État que ça se jouera. Je pense que si on s'active au local, on peut réussir à sauver quand même un certain nombre de choses. L'idée de faire apparaître des banlieues agricoles, c'est ce qu'il y avait avant, c'est rappelé par cette photo, et c'est rappelé par ce géographe Michel Flippono, qui nous dit qu'avant la révolution des transports, tout ce qui était produit fret est cultivé aux portes de la ville, et les aliments même qui constituaient le bol alimentaire venaient d'une distance inférieure à 80 km. Comme les fameux maraîchers parisiens dont on parle souvent. Tout à fait. Et puis même dans l'histoire, on peut citer des ceintures vivrières comme celle de Constantinople qui était remarquable. Quel modèle pour l'agriculture? Ça, c'est la grande question. On a différents enjeux. Tu parlais tout à l'heure de la population agricole. En effet, il est compliqué aujourd'hui de s'installer, non pas de ce qu'on a pu me raconter, non pas du fait qu'il n'y ait pas de candidats, mais plutôt du fait que les fermes sont souvent trop grosses. Elles sont sur des modèles qui sont complexes, très endettés. Voilà. Et les nouveaux, les néo-ruraux, ceux qui cherchent à s'installer en agriculture, sont pas du tout en recherche de fermes aussi grandes. Ils ne sont pas du tout en recherche de modes de culture inspirés par la Révolution verte, mais plutôt inspirés par la permaculture pour le maraîchage, ou par de la transformation, avoir un atelier de fromage, ou devenir paysan boulanger. Donc si on arrivait à redécouper un petit peu les grandes fermes autour des villes, on aurait plus de petites fermes, on aurait plus de paysans, on aurait aussi une création d'emplois qui serait notoire. L'idée, évidemment, c'est qu'elle soit en agroécologie. Pourquoi? Parce que les pollutions issues des traitements chimiques sont pas du tout les bienvenues à la campagne, mais en zone périurbaine, c'est encore moins concevable. La pollution de l'air est d'ailleurs impactée par ces produits, on le sait. Plus autonome, on l'a vu tout à l'heure, les questions de résilience nous l'imposent. Et puis, une des clés qu'on souhaite rappeler dans Triticum, c'est la capacité à transformer. Une ferme qui transforme peut aller chercher la marge que l'agriculteur, souvent, quand il ne transforme pas, n'a pas. Tu parlais des 6 € sur un billet de 100. Un bon moyen d'y aller, c'est aussi de transformer sa production.
On a à ce moment-là aussi un produit de qualité et qui nous permet d'avoir de la gratification. Quand on est un agriculteur, je pense qu'échanger avec les gens qu'on nourrit, ça a du sens. Et c'est probablement ce que n'arrive pas à faire le système agro-industriel, c'est donner du sens. Les petites fermes, on peut avoir l'impression que ce serait rétro-pédalé, que le modèle américain des fermes de 5000 ou 10 000 hectares est la seule voie, et que déjà en France, on essaye de réduire la taille des fermes. On peut continuer vraiment à aller dans cette voie de réduction des tailles. On voit que dans le monde, en fait, la plupart des fermes, 84%, font moins de 2 hectares et sont très productives. Elles arrivent avec seulement 12% des surfaces à produire 30% de l'alimentation globale. Donc, on est sur une recherche d'efficacité et on est sur un réalisme, en fait. On n'est pas du tout sur un idéalisme. Il y a une étude récemment parue dans Nature qui faisait justement le point sur ces petites fermes, justement, à l'échelle mondiale, qui montrait qu'elles avaient plus de productivité, qu'il y avait plus de biodiversité sauvage, plus de biodiversité cultivée, plus d'emplois, plus de main-d'œuvre évidemment, moins d'intrants chimiques utilisés. Donc c'est pas du tout en effet rétropédalé comme tu le dis, c'est vraiment une voie à explorer. On peut saluer au passage les travaux agronomiques du Bec et Loin, qui a démontré ça quand même sur plusieurs années avec un travail remarquable. C'est vrai qu'il faut absolument aller dans cette voie. L'agriculture doit réussir à rehausser la biodiversité, doit avoir un impact positif, doit vraiment faire de tout ça quelque chose de vivant. Des exemples existent, comme je le disais tout à l'heure, les paysans boulangers qui ont cofondé le réseau Semences Paysannes dans les années 2000 et qui ont démontré qu'avec des petites fermes, on a des exemples dans le sud de la France où vous avez des fermes avec 20 ou 30 hectares qui arrivent à être rentables parce qu'elles produisent aussi de la farine, elles produisent du pain, des pâtes. C'est un très bon exemple qui montre qu'on peut être rentable sur petite surface. Alors tout ça nécessiterait évidemment des compléments. Une chaîne, même au local, doit être constituée de plusieurs maillons, notamment pour le stockage. Donc il faudrait imaginer des unités de stockage un petit peu plus rapprochées des villes, et puis disséminées, qu'on essaye d'arrêter de faire des énormes choses concentrées. Tu l'as souvent évoqué tout à l'heure, l'approche industrielle concentre. Là, il faudrait déconcentrer. Et là, je vais prendre l'exemple du Mil du Perche, qui est en Normandie, un projet qu'on voudrait saluer, qu'on espère rencontrer prochainement, qui permet donc l'approche de ces produits agricoles dans la ville pour qu'ils soient achetés en semi-gros par les restaurateurs, par les commerçants, ce qui faciliterait en fait l'approvisionnement et ce qui permettrait aux producteurs locaux de gagner du temps et de l'énergie. Alors pour finir, en synthèse, on a fait une petite prospection qui nous permet d'imaginer une métropole nourricière. Alors c'est une carte, on a pris au hasard la carte de Rouen, la métropole de Rouen, pour faire un petit clin d'œil aux élus notamment qui nous soutiennent et aux agents de la métropole avec lesquels on travaille avec plaisir. C'est de montrer que finalement un maillage de fermes bio de petite échelle, à petite échelle, donc moins de 50 hectares, mais on pourrait imaginer des fermes de 2 hectares, des fermes de 15 hectares, un maillage différent. Si on en dispose un petit peu partout, alors on en a déjà sur la métropole, mais si on incitait l'agriculture bio, la pratique de l'agriculture bio pour ces fermes, comme a pu le faire Munich par exemple, on arriverait à avoir un maillage de production sur la métropole et autour de la métropole. Ce serait déjà un bon début parce qu'on pourrait très vite, sur ce schéma-là, y incorporer des unités de transformation. On l'a dit tout à l'heure, une ferme qui a moins d'hectares a besoin de transformer pour être rentable. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche, relocaliser la transformation en dehors de grands centres névralgiques et dans la ville. Donc on peut avoir à ce moment-là des fromageries, on en a une à Roncherolles, on va dire bonjour à Carole, la bergère de Roncherolles au passage. Le fromage est transformé là où est fait le lait, là où sont nourries les brebis, et il est vendu en vente directe. Des micro-meuneries aussi, évidemment, pourraient être là pour les céréales, des cidreries, des brasseries pour transformer des pommes, des orges, et aussi des légumeries, parce qu'on sait qu'on a un enjeu fort pour nourrir, notamment au Restauco, les enfants avec des légumes bio et locaux, c'est de pouvoir les nettoyer, de pouvoir les préparer à l'avance pour qu'ils soient cuisinables plus facilement. On peut aussi parler des conserveries, qui sont quelque chose d'intéressant pour stocker un petit peu les aliments,
aliments qui sont produits souvent l'été, les légumes notamment. On y rajouterait des espaces tests, chers à ceux qui veulent que les jeunes puissent se lancer dans l'agriculture sereinement. C'est vrai que c'est important, c'est un métier, un beau métier, mais qui est compliqué, qui nécessite des compétences croisées, agronomiques, mais aussi de gérants, de chefs de projet. Donc les espaces tests sont des endroits où des élèves finissent leurs études et commencent à pratiquer. Ils sont vraiment mis en conditions réelles et ils sont souvent accompagnés par des sachants, par des agriculteurs qui les parrainent. C'est un très bon moyen pour réussir, notamment quand on est un néo-rural, pour se tester aussi physiquement, pour voir si c'est bien ce qu'on veut faire pour plus tard et pour s'engager plus sereinement. On en a mis quelques-uns sur la carte, notamment un à Bois-Guillaume. C'est un clin d'œil parce qu'on sait que là-bas, il y a une belle zone, la Prévotière, qui pourrait vraiment être idéale pour faire ça. On rajoute donc, comme je l'expliquais, des milles. On peut en mettre 2-3 sur... 1000 marché d'intérêt local, hein, je tout suis à sûr fait. qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais... Ouais, précisons donc ce marché d'intérêt local qui est un petit peu l'équivalent du mine, le marché d'intérêt national, mais où voilà, les deux pouvant être d'ailleurs liés et qui va faciliter la distribution, la logistique autour des produits locaux. Et puis la dernière touche qui nous touche, c'est le cas de le dire, ici à la ferme pédagogique des Bruyères, c'est de travailler sur la pédagogie pour à la fois les scolaires, mais aussi finalement les adultes. Tous les urbains, on le sent, un attrait, une envie pour comprendre et pratiquer tout ça. Alors on peut imaginer des fermes urbaines, on peut aussi imaginer des fermes agricoles qui feraient une partie de leurs chiffres sur de la pédagogie en étant ouvertes une fois par semaine, par exemple, pour montrer de l'élevage. C'est un bon moyen de montrer tout ça aux enfants. Et puis des centres de ressources, pourquoi pas une maison de l'alimentation en plein centre-ville avec le moyen de goûter des produits plus vertueux. Et des centres de ressources aussi, de documentation, pourquoi pas une outitech ou une médiathèque pour pouvoir y trouver des livres, des conférences ou des vidéos. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a pu imaginer et ce qu'on pense comme étant une vraie solution, c'est de réimplanter sur le territoire de la ville vraiment les différents éléments de la chaîne pour pouvoir produire quelque chose de local. Ça ne suffira toujours pas, bien sûr, parce qu'une métropole a besoin d'une surface supérieure souvent à la sienne pour pouvoir nourrir complètement ses habitants. Mais c'est déjà une démarche de fond qui serait admirable, qui pourrait aussi rapprocher les villes et les campagnes et qui pourrait inspirer, je pense, les villages autour, le département, pour pouvoir installer une coopération et faire de tout ça une réussite. Donc espérons que tout ça à l'avenir trouvera résonance, que les collectifs pourront s'animer et que les fonds seront mis à disposition pour que l'agriculture évolue. On peut aussi parler des chambres d'agriculture qui pourraient s'inspirer de tout ça et faire évoluer les choses en profondeur. Pour finir, je vais te redonner la parole sur ce slide qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit ce soir. Oui, très rapidement, en fait, c'est un dernier petit schéma qui montre finalement que quand on commence à dérouler ce qu'on peut faire en termes de voies de résilience à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, que ce soit des écoles, etc., ou que ce soit au niveau territorial avec plus des agriculteurs, des acteurs du monde agricole ou les politiques qui ont évidemment un rôle à jouer. En fait, dès qu'on commence à toucher ça, on voit qu'on touche à plein de leviers d'action différentes et pas que les semences, et que quand on touche aux semences, on touche à plein de choses aussi. Et du coup, en fait, ça fait le lien avec une douzaine de voies de résilience qui ont été, pour le coup, imaginées par les greniers d'abondance dont tu as mentionné le travail et salué le travail au début. On voit que, évidemment, dans les voies de résilience, c'est une approche systémique. C'est surtout ça qu'il faut jouer en même temps si on veut pouvoir avoir un système alimentaire vraiment résilient et adapté aux crises potentielles. Donc il y a l'augmentation de la population agricole, on en a parlé, la préservation des terres agricoles, l'autonomie technique, énergétique des fermes, avec le low-tech un peu par exemple, on en a parlé, donc il y a le machinisme, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, et sur l'énergie aussi pour faire fonctionner nos fermes aujourd'hui, la diversité et l'autonomie en semences, ça c'est aussi évidemment un point important, la question de l'eau, on en a parlé surtout dans un contexte de changement climatique, avec des sécheresses qui sont potentiellement de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Évoluer vers une agriculture plus nourricière pour les territoires, l'agroécologie, des nouveaux outils locaux de
stockage, de transformation, des nouvelles façons de raccourcir la logistique, manger plus végétal aussi, ça c'est une vraie voie de résilience, recycler aussi les nutriments, la fertilité, que ce soit les déchets verts gérés par les communes, que ce soit aussi, pourquoi pas, les excréta humains, les selles, les urines, tout ça c'est de la fertilité qu'on peut réutiliser pour remettre dans les champs. Une deuxième voie de résilience qui est aussi la question de précarité alimentaire et de sensibiliser les gens pour une implication collective sur ces sujets-là. Donc on voit que si on veut vraiment avoir cette approche-là, elle doit être systémique, elle doit toucher à tous ces sujets-là, et que notamment les collectivités, elles ne peuvent pas tout faire par elles-mêmes, mais elles ont pas mal de leviers d'action pour avancer là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fini pour cette conférence et sur les messages qu'on avait envie de faire passer. Maintenant, du coup, merci pour votre attention et de nous avoir écoutés. Et si il y a des questions, on est preneur pour essayer d'y répondre avec grand plaisir. Avec plaisir, merci. Oui, il y a des questions. Bonsoir Simon, bonsoir François. Une question qui nous vient d'Italie, une question de Mirko. Que pensez-vous du problème de l'accès au foncier pour les nouveaux agriculteurs et que peut-on faire pour freiner les grandes exploitations agricoles ? Merci pour cette question. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que le foncier a tendance à avoir été centralisé, à avoir été concentré. Les fermes ont eu tendance à grossir. Il y a des offices qui sont en charge d'en faire la gestion, comme la SAFER, et qui font, je pense aussi, un développement, une gestion de cette ressource adaptée aux besoins d'une agriculture dominante. Ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est les limites de cette agriculture dominante. Donc on peut questionner probablement la notion de foncier en questionnant notre alimentation. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Donc inspirer aussi les décideurs par un travail collectif pour rappeler que le foncier peut être aussi redistribué un petit peu différemment, que des modèles qui seraient basés sur des plus petites fermes auront un certain nombre d'avantages. Ces avantages doivent être soulignés, notamment la création d'emplois. Je crois que ça, c'est la chose essentielle. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout ça va probablement évoluer, malheureusement, dos au mur. Donc, peut-être soyons un peu patients et préparons un certain nombre de choses qui seront à déployer, donc des personnes formées, des semences sur les territoires, des savoir-faire, et pour qu'à un moment donné, quand ce maillon du foncier pourra évoluer, tout soit prêt pour qu'une agriculture plus humaine, plus vivante se déploie. Ouais, peut-être pour compléter un peu, c'est vrai que cette question du foncier, elle est extrêmement complexe pour le monde agricole aujourd'hui. Il y a plusieurs freins. Il y a déjà un premier frein aussi qui pourrait être résolu peut-être plus facilement. Déjà, c'est souvent la non-communication entre des agriculteurs qui ont le souhait de céder leur ferme et des porteurs de projets et qui ne se connaissent pas toujours. Donc il y a déjà une question de mise en réseau que les acteurs agricoles peuvent faire, que les collectivités, que ce soit des communes ou des intercommunalités, peuvent faire. Après, le problème, tu l'avais dit Simon tout à l'heure, c'est souvent aujourd'hui une inadéquation entre les fermes qui peuvent être accédées, qui sont souvent grandes, avec beaucoup de machines, avec éventuellement de l'investissement en cours, etc., qui demanderaient pour des gens qui veulent s'installer de s'endetter sur longtemps, d'avoir des moyens aussi d'investir extrêmement forts. Et les gens beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui, qui sont parfois des néo-ruraux, n'ont pas du tout envie de ce modèle-là. Ils veulent chercher des plus petites fermes, ils n'ont pas envie de s'endetter pour trop longtemps. Donc il y a un vrai sujet à savoir comment ces grandes fermes-là, on peut réussir potentiellement peut-être à les redécouper en plus petites fermes. Il y a des structures, des associations comme Terre de Liens qui ont une foncière agricole, ou les collectivités. Il y a des collectivités aujourd'hui qui font ça, qui font du portage foncier pour porter ce foncier-là pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils réussissent à le redécouper entre guillemets pour plusieurs porteurs de projets. Donc il y a des acteurs qui peuvent essayer de lever un peu ces freins. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Question de Julien. Comment retrouvez-vous les semences anciennes et est-ce que vous les remettez toutes en culture ? C'est une vraie enquête passionnante d'ailleurs. Pour retrouver des semences anciennes, il faut
On peut passer par différents moyens, notamment déjà le fait de lire des livres, de retrouver par rapport à la région des écrits qui vont nous expliquer, nous parler de telle ou telle variété. Ensuite, un certain nombre de conservatoires, heureusement comme celui de l'INRAE de Clermont-Ferrand, le CRB, a pu glaner depuis la dernière guerre un certain nombre de variétés qui sont accessibles. On peut sur simple demande en avoir un échantillon, donc à ce moment-là on repart d'un petit échantillon qui fait souvent 10 grammes, à peine plus, et on recultive un petit carré et on va d'année en année le multiplier. C'est aussi le travail que fait une maison des semences quand elle retransmet des échantillons à des fermes, elle donne une petite quantité à ses adhérents qui ensuite la multiplient. On a aussi des liens avec d'autres maisons des semences, d'autres plateformes de conservation in situ, comme j'ai montré tout à l'heure. On peut parler de Florent Mercier par exemple, qui a sa plateforme à la ferme du Pont de l'Arche à côté de Angers, qui nous a transmis un certain nombre de variétés. On a aussi une autre maison de semences très proche qui est Graines de Noé. On a aussi Initiative Paysanne dans le Nord qui nous ont donné des variétés. Donc il y a différents moyens. L'idée étant de se documenter, de savoir un petit peu ce qu'on cherche. Une fois qu'on les a, on va essayer de tout semer, c'est l'enjeu, et on va ensuite, une fois que l'association va être un peu, je dirais, un petit peu dépassée par le nombre de variétés, on fera des choix, mais on pourra aussi transmettre des éléments qui ne seraient pas semés à des fermes, et puis petit à petit, il est possible qu'on abandonne certaines variétés parce qu'on les considérera inadaptées, mais il y aura eu un projet d'étude d'ailleurs qui est mené, je ne l'ai pas dit, mais en collaboration avec Bio en Normandie, l'association des agriculteurs bio normands, qui suit sur le plan scientifique les variétés qu'on a implantées, ce qui va nous permettre d'ici quelques années vraiment d'avoir des chiffres et des notions claires pour faire des choix et pour dire que telle ou telle variété est plus adaptée qu'une autre et qu'elle a certains avantages. Ça permettra à des agriculteurs de se les approprier et de pouvoir les cultiver chez eux. Donc voilà, ça va être un peu la démarche d'une maison des semences avec des partenaires, donc ça se fait en réseau à différentes échelles. On a aussi fait venir des variétés du Québec, d'un conservateur du Québec, et on pourrait imaginer continuer à interroger des conservateurs dans d'autres pays pour pouvoir trouver des perles rares, des choses qui étaient en Europe au 19e et qui sont parties souvent dans les poches des migrants. Donc on peut retrouver comme ça des semences disparues. Tu veux pas aller braquer le bunker à Svalbard en Norvège pour voir ce qu'ils ont en stock? Je sais pas, il est possible qu'ils aient des semences anciennes même, très probablement, mais non, l'idée là c'est plus de travailler avec d'autres associations qui travaillent pour une agriculture paysanne et voilà, qui sont d'ailleurs en demande, hein. On a envie de partager tout ça et même nous on a commencé à nous faire des demandes et on y répondra avec plaisir. C'est vraiment la fonction d'une maison des semences. Alors une autre question, une question de Clémence. Comment peut-on s'engager dans l'association pour travailler sur cette thématique de résilience alimentaire ? Comment peut-on s'engager dans l'association ? Moi, je peux donner mon cas très personnel. C'est tout simplement quand je suis arrivé en Normandie, il n'y a pas si longtemps que ça, fin 2019, avec l'envie de travailler sur les sujets de résilience alimentaire. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une association nommée Triticum qui travaillait sur le sujet de la résilience alimentaire par les semences paysannes. Et comme toute association, il m'a suffi d'adhérer et très facilement, très simplement, j'ai été intégré aux différents chantiers collectifs, aux différentes décisions de l'association. J'ai rejoint le conseil d'administration en plus avec plaisir il y a peu de temps. Donc assez naturellement, du coup, pour pouvoir rejoindre cette association-là, l'asso a un site internet, un Facebook avec toutes les informations pour nous rejoindre s'il y a des gens intéressés. En effet, il est facile de nous trouver pour adhérer. Je pense que c'est la première chose qui est importante. Adhérer déjà à Triticum sans même avoir l'envie ou le courage de se remettre au travail dans les champs, c'est déjà précieux. Plus on sera à soutenir ces semences, plus on aura aussi une force, un impact. Ensuite, la porte est toujours ouverte pour venir participer à un chantier. Ça peut être de manière complètement irrégulière, une fois de temps en temps, où certains membres sont devenus très actifs en venant à pratiquement tous les chantiers. C'est un mode de fonctionnement qui est complètement ouvert dans l'association. On est accueillant pour ceux qui ont envie de pratiquer, et on est accueillant aussi pour ceux qui viennent découvrir et qui ont beaucoup moins le temps. L'occasion est toujours la bienvenue pour se croiser et puis pratiquer un petit peu tout ça. L'idée étant de faire ensemble. Donc voilà, c'est un beau programme.
Une question d'Hélène. Vous avez évoqué des solutions à l'échelle individuelle, collective et territoriale, mais qu'en est-il des industries? Quels sont les accompagnements, les sensibilisations possibles pour ces acteurs? Alors ça c'est une vraie question qui est pas facile. C'est vrai qu'on a pris le temps plutôt de parler des échelles individuelles, collectives, territoriales. On l'a pas mentionné parce que on n'avait pas forcément le temps de tout aborder. Il y a aussi d'ailleurs les échelles nationales et voire européennes qui ont un rôle déterminant évidemment sur notre système alimentaire. La politique agricole commune, sa déclinaison en France. On pourrait imaginer aussi d'autres actions de la part de l'État qui pourrait aller dans le sens de moins de précarité, d'une plus grande résilience de notre système alimentaire. Pour répondre sur la question des entreprises, je pense qu'il y a des choses à différencier. Alors déjà, il y a évidemment un accompagnement des entreprises à améliorer leurs pratiques, à faire mieux pour, je sais pas, une industrie agroalimentaire qui transforme et qui fait des produits. Déjà, retravailler peut-être sur ses process, sur les ingrédients qu'elle met dans ses produits, sur où elle se fournit, sur sa démarche, etc. Donc on peut toujours faire mieux sur ces acteurs et ces entreprises du système agroalimentaire actuel. Après, je pense que pour certaines, de façon assez honnête, je pense que pour certaines entreprises de notre système alimentaire actuel, je suis pas sûr que leur modèle même soit vraiment en adéquation avec un système alimentaire vraiment résilient à l'échelle territoriale. Donc je pense qu'il y a pour certains types d'entreprises des modèles d'entreprises, des business models qui sont finalement non conciliables avec une vraie résilience alimentaire territoriale. Et c'est vrai que je pense que faut pas non plus penser que la résilience du système alimentaire, ce serait la résilience des acteurs du système alimentaire actuel, et que l'objectif c'est surtout que eux puissent passer les crises. Non, c'est vraiment avoir un système alimentaire qui puisse fonctionner. Mais c'est vrai que sur les entreprises, c'est un vrai sujet difficile, et c'est un peu du cas par cas pour savoir comment les accompagner, comment transformer aussi les modèles des entreprises quand ça peut être fait. Alors, nous n'avons plus de questions, mais les internautes vous remercient pour cette heure et demie passée avec eux. Ils ont été assez nombreux à vous suivre. Et c'était très pédagogique. Voilà ce qui nous a été dit. Merci à tous en tout cas. Merci, en tout cas c'était un plaisir d'animer cette conférence, et merci pour l'attention de ceux qui ont pu nous écouter devant leur écran. Et on espère qu'on pourra se retrouver sur des chantiers à l'occasion, en vrai. À bientôt. Au revoir.